Moi, c'est DJ Las, jeune DJ prometteur de la région parisienne. Voilà, je fais mon petit chemin, je me débrouille, je suis indépendant. Et j'espère que mon chemin il va se tracer encore plus loin. Ma sœur, elle a beaucoup fait tout ce qui est vêtements, perruques et tout. Et moi, je me suis vite aperçu que quand t'es un garçon, pour les hommes, les partenariats, c'est pas trop ça, hein. En vrai, j'allais avec... Carrément, je rigole déjà. J'allais avec un gars à moi, un pote à moi sur situation. Et ce qu'il faisait, c'est que comme je savais pas trop faire les transitions et tout, quand je changeais de son, lui, il criait. Il criait comme ça. Wouh. Et c'est comme ça que petit à petit... Depuis là, j'ai fait des concerts, j'ai fait des boîtes, j'ai fait la première partie de Dadju, etc. Ça, c'est des choses. Il y a des gens qui le savent. Et la plupart, ils comprennent pas que... Ok, certes, aujourd'hui, ça marche un peu, mais c'est parce qu'au début, vraiment... En fait, dans l'année, il y a des moments, il y a beaucoup de mouvements, des moments où ça se calme. C'est pour ça que les périodes, ceux qui veulent se lancer dans tout ce qui est un peu artistique, les périodes où vous gagnez beaucoup d'argent, entre guillemets, il faut pas tout flamber, comme on dit. Je vais jamais parler du prix de quelqu'un, tu vois. Ouais. Mais pour être dedans, je sais que parfois, ce qui peut paraître beaucoup, c'est parce que les gens, ils vendent pas que leur service, ils vendent aussi leur image. Salut les gars, bienvenue sur Podcast d'elle. Alors aujourd'hui je suis toute seule parce que Mélissa n'a pas pu venir, mais on la retrouve très vite. Je reçois un DJ, du coup DJ Las, qui va nous parler un peu de lui. Donc je te laisse te présenter. Moi c'est DJ Las, jeune DJ prometteur de la région parisienne. Ah, prometteur carrément, tu t'auto-proclames prometteur. C'est mieux que de se proclamer en haut, déjà prometteur c'est bien, ça met le juste milieu. Ouais. Et voilà, je fais mon petit chemin, je me débrouille, je suis indépendant. Et j'espère que mon chemin il va se tracer encore plus loin. Du coup, tu t'es fait connaître sur les réseaux dans un premier temps via les vidéos avec ta sœur. En fait, à la base, ouais, les réseaux sociaux, c'était plutôt ma petite sœur. Ouais. Moi, j'étais vraiment dans mon coin. Et bon, voilà, je l'ai suivi un peu dans ses bêtises derrière la caméra. Ça a pris, les gens, ils ont aimé, on en a fait de plus en plus. Et à défaut de suivre seulement ma petite sœur, ils ont commencé à me suivre aussi. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je leur propose un truc. Ouais. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, en vrai... Le seul truc qui m'animait, entre guillemets, en dehors du parcours scolaire et tout, si on peut parler de passion, de hobby ou quoi, c'était la musique, le show, etc. Donc c'était logique, j'avais ça dans ma tête depuis un petit moment, de commencer à mixer, etc. Et donc j'ai commencé à partager un peu ma passion avec mes abonnés. Et quand je me suis senti que j'ai eu le courage et tout, j'ai commencé à proposer mes services. Et en vrai, pour la petite histoire, au début, c'était pas trop ça, mais... Comme, en termes de... Comment tu mixais ? Voilà, exactement. Mais comme avec les réseaux sociaux, c'est ça souvent le piège des réseaux sociaux, c'est qu'il y avait de la demande avant que je sois bon. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les réseaux sociaux, parce que au début, moi, je sais que c'était vraiment pas ça. Ouais. Mais il y avait déjà des demandes. Du coup, bah, fichu pour fichu, j'y suis allé. Et les premières prestations, je me suis débrouillé jusqu'à ce que je commence à avoir... Quand tu t'es débrouillé, ça veut dire quoi ? En vrai, j'allais avec... Carrément, je rigole déjà. J'allais avec un gars à moi, un pote à moi sur situation. Et ce qu'il faisait, c'est que comme je savais pas trop faire les transitions et tout, quand je changeais de son, lui, il criait. Il criait comme ça. Wouh. Et c'est comme ça que petit à petit, des fois, les gens faisaient des petites grimaces, mais ils cramaient pas trop, ça avait l'air maîtrisé, tu vois. Et on a commencé comme ça. Et au début, vraiment, c'était chaud. Hein. Au début, c'était chaud parce que les vidéos avec ma sœur, c'était quoi ? C'était courant en 2018. Et d'ailleurs, pour ces vidéos-là, comment vous avez eu l'idée de faire ça ? À la base, c'est vraiment parce qu'on avait l'habitude de faire nos petits délires entre nous à la maison. Et c'était vraiment 2018, l'ère d'Instagram, entre guillemets. Il n'y avait pas encore TikTok et tout. Donc, je l'ai suivi dans son délire. On s'est dit, ben, pourquoi pas poster. On avait déjà ce genre de vidéos. Même les premières qu'on a mises, en vrai, c'est des vidéos qu'on avait déjà. Et après, plus les gens adhéraient, plus il y avait de la demande, plus on en faisait. Mais c'était vraiment pour rire. Après, j'ai découvert tout ce qui était partenariat et tout. T'as goûté un peu. Et du coup, ça se passait comment au niveau des partenariats pour toi ? J'ai goûté un peu. T'as accepté tout ou tu triais ? Non, après, moi, c'était même pas histoire de accepter, pas accepter, parce que souvent, en fait, ce qu'on avait, nous, c'était des artistes qui voulaient promouvoir leur musique et on faisait des petites danses dessus, des vidéos, etc. Et en vrai, ma sœur, elle a beaucoup fait tout ce qui est vêtements, perruques et tout. Et moi, je me suis vite aperçu que quand t'es un garçon, pour les hommes, les partenariats, c'est pas trop ça. Hein. Il y en a quand même qui s'en sortent, hein. Booman, etc. Ouais, mais moi, j'étais pas quelqu'un... Les vêtements et tout, c'était pas un truc qui me branchait trop. Ça veut dire que rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de fructifier ça. Autrement que d'attendre d'avoir des collabs et tout. Ouais. Donc, j'ai vite réfléchi à comment faire mon truc tout seul. Et moi, c'était ça qui m'est venu à l'esprit direct. Hein. C'était DJ. Et franchement, je regrette même pas mon choix parce qu'aujourd'hui, ça marche pas mal. Ouais.
Et du coup, là, tu me dis qu'au début, c'était pas trop ça, tu galérais un peu. Comment t'as fait pour apprendre? En fait, le truc, c'est que j'étais dans ma bulle. À la maison, j'apprenais dans ma chambre, etc. et tout. Mais comme il y avait déjà des demandes, au début, je refusais parce que c'était vraiment chaud. Ouais. Et à un moment Tu voulais donné. pas trop arnaquer les gens. Ouais, voilà. Mais à un moment donné, j'étais jeune, il fallait un peu d'argent à côté et tout. J'ai commencé à dire oui. Mais j'avais pas forcément les moyens, que ce soit musicalement ou même en termes de structure et tout. Ça fait que les premières prestats, j'y allais en transport. Non, c'est des prestats. Avec ton matos et tout? Ouais, avec le matos et tout. Avec Je sais ce que c'est relou. Avec mon gars situation, on prenait le bus, on portait les enceintes dans le bus, tout. Carrément. Et les enfants, carrément? Ouais, carrément. Même les premières prestats qu'on faisait, des fois, on faisait des 70 € la soirée. Et on arrivait à 21h, on finissait à 5h du matin. J'avoue, c'est rien. 70 balles. C'était fort au début. En fait, tu faisais juste les playlists, en vrai. En vrai. C'était pas vraiment DJ, tu t'assemblais les sons. En vrai, c'était technique. Mais si je raconte tout là. Bah, on est là pour ça, non? On va voir que dans les débuts, c'était vraiment ghetto. Mais c'est bien parce que comme ça, on peut dire qu'on a un background. Et quand on sait qu'on a commencé comme ça, là, maintenant, il n'y a plus rien qui me fait peur en vrai. Hein. Même des galères et tout. Depuis, là, j'ai fait des concerts, j'ai fait des boîtes, j'ai fait la première partie de Dadju, etc. Ah ouais, t'as fait la première partie de Dadju? Ouais. Il avait un concert à l'hippodrome d'Auteuil, à Paris. J'ai fait la première partie. Et franchement, même... Comment il t'a approché? C'est une agence qui a organisé le concert, Make It Clap. Une agence qui organise souvent des soirées au Wanderlust, etc. Et du coup, moi, comme j'avais déjà bossé avec eux une fois, ils m'ont approché. On a fait un trio avec 2 autres DJ que je connais et tout, big up à Flexinho et Yapman. Et moi, j'étais placé en dernier juste avant Dadju. Et là, une anecdote bête, par exemple, il y a eu du retard. On a l'habitude dans le milieu et tout. Ça fait que j'ai dû tenir 25 minutes de plus, un truc comme ça. Tout ce qui était prévu. Ce qui n'était pas prévu. Du coup, on a dû rallonger et tout. Et les gens, ils en avaient marre à un moment. Ils commençaient à appeler. Ils venaient pour... Voilà, exactement. Et donc, du coup, on a trouvé un subterfuge pour les faire patienter. On a allongé le show et tout, et ça s'est bien passé. Et ce genre de choses, moi, des fois, je me dis que si j'arrive à rebondir comme ça, c'est beaucoup. Parce qu'au début, vraiment, c'était galère sur galère. Et j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut me faire peur dans les... Du coup, tu arrives à anticiper. Ouais. Ça a développé vraiment une capacité d'adaptation incroyable. Comment tu t'es senti quand on t'a dit que tu allais faire la première partie de Dadju? Moi, personnellement... C'est même pas pour être prétentieux ou quoi, mais j'ai pas sauté au plafond. Je me suis pas dit, waouh, parce qu'en soi, ça reste quand même une première partie. Donc, même si voilà, j'expose mon travail en termes de visibilité et tout, c'est bien pour moi. C'est pas un truc qui m'a fait sauter au plafond. Après, c'est vrai que par rapport au standing, c'est toujours bien. Et c'est la première date, par contre, où mes parents ils sont venus. C'est la première, comme c'était mon concert à Paris. Ils t'avaient jamais vu mixer auparavant? Non, que dans les trucs de famille et tout, mais pas comme ils le voyaient sur les réseaux sociaux. Donc là, ils sont venus les deux. J'ai des oncles, tantes et tout, parce qu'après, ils ont abusé. T'as fait venir toute ta famille, en fait? Non, en fait, moi, je les ai invités les deux. Et après, ils ont fait leur délire de... C'est les familles africaines, en fait. Ils ont vraiment fait passer le message à tout le monde. Donc, il y a eu vraiment les tantes et tout, etc. Et c'est là, j'ai vu que vraiment, ils étaient contents et fiers, puisque c'est... Depuis ce jour-là, je pense même que ma mère, par exemple, à la maison, je le sens. Quand je sors, des fois, elle me dit « Ah, aujourd'hui, tu travailles. » Alors qu'avant, c'était pas « Tu travailles. » Avant, c'était « Ah, tu sors aujourd'hui ?» Alors que je lui disais que je travaillais. Tu vas bosser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir les petites différences. Et ça fait du bien quand les parents ils nous prennent au sérieux. Mais moi, je comprenais aussi au début le fait qu'ils valident pas trop parce que eux, avant tout, ils veulent que pour nous, ça marche. Bah oui, donc, tout ce qui est métier à risque, entre guillemets. Aussi les podcasts aussi c'est des risques. Bah oui, hein. Si tu commences à faire ça à plein temps, ils vont commencer à se poser des questions. Ouais, là je le fais pas à plein temps, donc forcément ça passe plus. Voilà. Mais c'est vrai que... Et moi j'avais aucune garantie, mais je savais que ça allait marcher. Et là c'était ma première année depuis la rentrée dernière, où j'ai tout arrêté. Je fais que ça maintenant. Ah, parce qu'avant tu faisais pas ça à temps plein du coup. Ouais. Moi j'ai... En même temps 70 € là. Tu m'étonnes que t'étais pas à temps plein. Ça, c'est des choses. Il y a des gens qui le savent et la plupart, ils comprennent pas que, ok, certes, aujourd'hui, ça marche un peu, mais c'est parce qu'au début, vraiment, on bossait pour rien du tout. Hein. Ouais. Des fois, on était à perte parce que, comme je t'ai dit, on prenait les transports souvent. Quand on était trop fatigué, au retour, on prenait un petit Uber, un truc, ça coupait aussi la paye, tu vois.
En plus, Tu mettais toute la paille dans le beurre. Ouais, en plus, on était deux. Ça veut dire que moi aussi, il fallait qu'on partage aussi le gain. Donc, s'il fallait qu'on coupe pour un petit Uber et qu'on partage à la fin, des fois, il restait des miettes, mais on était heureux avec nos miettes. On savait qu'on commençait quelque chose. De toute façon, c'est toujours comme ça. Au début, tu peux pas. Enfin, c'est rare où dès le départ, ça pète de ouf. Il faut pas se dans fort, tout. Quoi. Fort. Et si même il faut qu'on parle des DJ, souvent c'est rare que tu commences directement en boîte, sauf si tu as des contacts et tout. Tu as toujours commencé dans les trucs de famille, tes amis et tout. Et c'est comme ça que tu te forges en vrai. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Mixer dans les boîtes, dans les concerts En fait, tout ce qui est boîte, etc., tu as plus de liberté. Musicalement, tu peux vraiment faire découvrir des sons et tout. Après, quand tu travailles pour les particuliers, que ce soit anniversaire, mariage et tout, en vrai, il n'y aura pas tant de découvertes. Tu vas plus jouer les gens, les sons que les gens le client t'a demandé en fait. Voilà ce qu'ils écoutent dans leur salon et tout, etc. Mais c'est deux approches différentes. Donc moi, il n'y a pas de préférence forcément. Après, la charge de travail, elle est plus grande quand c'est les particuliers. Tu fais plus d'heures, tu as de l'installation à faire et tout. Mais tu gagnes mieux aussi. Donc, t'es mieux payé qu'en boîte. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce domaine-là, en boîte, il gagne combien? À Paris, vu qu'on est beaucoup de DJ, du coup, ça va être plus dur de négocier son prix à la hausse. Ça va beaucoup de. Si tu veux un gros billet à Paris, ça va beaucoup dépendre de ta notoriété, voilà. De la façon dont tu es connu dans le milieu. On sait que voilà, toi, tu mixes bien, etc. Donc à Paris, quelqu'un qui commence, souvent, sur une soirée, minuit, 6h, vous êtes 3, vous allez faire à peu près 2 heures chacun. Tu peux être à 150, 200 euros. En boîte? Ouais, seulement? En boîte. Ouais, mais c'est rien du tout. Ouais, si tu commences, c'est ça, puisqu'en soi, tu vas travailler que 2 heures. Si on rapporte ça à l'heure, ça va. Après, quand tu es connu, tu peux négocier. Ça veut dire que ça, c'est vraiment, dans le domaine artistique, un truc. C'est comme un show d'artiste. Demain, je sais pas moi, si Taï qui passe en boîte, peut-être qu'il va prendre, je dis une bêtise, 10 000 euros la soirée pour chanter. Comme un artiste, entre guillemets, plus underground, il va venir pour peut-être 1 000 euros, tu vois. Donc là, c'est pareil. Après, c'est quand toi, tu vas prendre en notoriété. C'est toi qui vas pouvoir négocier ton prix. Ouais, par exemple, un David Guetta, il peut prendre un gros cachet. Quoi. Voilà, exactement. Mais quelqu'un qui commence, souvent, surtout à Paris, ça va être 550, 200. Et même les DJ parisiens, ils prennent toujours plus à l'étranger. Quand ils sont à Paris. Voilà, exactement. Parce que quand tu es à l'étranger, déjà, tu es parisien, tu as l'étiquette parisien. Donc là-dessus, tu peux jouer. Ils kiffent les étrangers. Et en plus de ça, quand tu sors du pays, c'est que tu as déjà une certaine notoriété. Donc à l'extérieur, on va plus te demander avec un gros prix. Ok. Donc ça marche vraiment. Et toi, tu as déjà mixé à l'étranger? Moi, j'ai déjà fait le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, l'Espagne. J'ai pas encore fait l'Angleterre. L'Angleterre, j'aimerais bien. Ouais, l'Angleterre, j'aimerais bien. Après, c'est plus beaucoup en Europe. Là, il y a des dates à venir. En octobre, je suis à Malte. T'es full, là, en fait. Un peu. Tant mieux. Hein. Et là, la date que j'attends le plus, c'est pas tout de suite, c'est en janvier. En janvier, je serai à Abidjan. Du coup, pendant la CAN, on va mixer sur des événements pendant la CAN et ça, j'ai hâte de voir comment ça se passe. En plus, c'est une petite rivalité Côte d'Ivoire-Cameroun. Là, ça va être pas mal. Je sais pas si on l'a précisé, mais t'es Camerounais. Voilà, je crois qu'on l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un Camerounais. Donc, j'avoue, Cameroun, Côte d'Ivoire, là. Éducation à la dure. En plus, ceux qui savent, les Camerounais, c'est école ou rien. École. Franchement, ça veut dire DJ, c'était pas du tout donné d'avance. Moi, j'ai fait un bac S à la base. Mes parents, ils étaient grave derrière moi en mode tu veux faire quoi? T'avais des bonnes notes? Ouais, ça va, franchement, j'ai eu mon bac. Bon, j'ai pas eu la mention, mais j'ai eu mon bac, tranquille. Et eux, c'était en mode bon, tu sais pas ce que tu veux faire, tu vas faire un bac S, comme ça tu vas pas te fermer des portes et tout. Et j'ai commencé à travailler à l'hôpital après et tout ça. C'est pour ça que quand j'ai tout arrêté pour faire que la musique, on me voyait comme un fou. On me voyait comme un fou. En tant qu'un comme on disait. Ouais. Mais après. C'est comme tout, souvent les gens ils disent lancez-vous, n'ayez pas peur de vous lancer et tout. Pour moi, c'est faux, hein. Faut avoir peur de se lancer, faut avoir peur. Ça dépend dans quel domaine, je pense. Ouais, faut avoir peur. Il faut y croire, mais il faut avoir peur. Après, quand t'as peur, ça t'empêche de faire des choses aussi. Donc, je suis pas d'accord. Moi, je pense que. Ok, tu peux garder une certaine retenue, mais il faut quand même se lancer. Ouais, non, il faut se lancer, mais il faut avoir peur quand même. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas question que ça va t'empêcher de faire des trucs, mais. Moi, je suis quelqu'un, après, chacun marche comme il veut, mais moi, si je sais que j'ai certaines craintes par rapport à des choses de ça, faut faire attention sur ça peut pas marcher, etc. Et ben moi, dans ma façon de penser à moi, ça va me faire penser à beaucoup d'éventualités. Et du coup, je sais qu'on s'en sort toujours comme ça. Peu importe ce qui se passe, si j'ai un truc en tête, je vais y arriver parce qu'il y a c'est comme un itinéraire, il y a plein de façons différentes, mais je sais que j'ai arrivé. Ouais, et donc du coup, tu t'es dit, j'arrête totalement les études et ouais, bon, après, moi, dans ma tête, je me suis dit, j'arrête, mais
je l'ai vendu comme une grande pause, tu vois. T'as dit, tu prends une année sabbatique. Ouais, comme ça, si ça marche pas, je retourne à l'école tranquillement. Mais t'as quel âge là? Là, j'ai 22 ans. Ah, mais t'es tout jeune, je te donnais plus, moi. Ouais, non, si, je suis en 2000, je suis fin d'année. Ça veut dire, en vrai, tu peux toujours reprendre les études là, même si. Et carrément, même, il y en a beaucoup qui connaissent pas mon âge, hein. Ouais, parce que tu fais plus que ton âge. Ouais, et même j'ai remarqué qu'on dirait que c'est tabou un peu l'âge dans le milieu artistique. Les artistes n'aiment pas trop donner leur âge. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars que j'ai rencontrés, enfin avec qui j'ai fait des podcasts. À chaque fois que je leur demande leur âge, oh, je veux pas dire, je veux pas dire. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Moi, je veux dire, ma vraie façon de penser sur ça, c'est que si t'as du mal à donner ton âge ou ton vrai nom, déjà c'est de la bêtise parce que ça veut dire que t'es pas assez connu. Parce que si t'es assez connu, on va savoir ton âge, ton nom, tout ça c'est sur internet. Ouais. Donc si c'est pas encore sur internet, c'est qu'il y a encore du taf. Ouais, j'avoue, tu peux faire les choses comme ça. Ah ben ouais, si on arrive à trouver l'âge facilement des stars, etc., toi t'es pas encore à ce niveau-là, tranquille. Là, quand tu vas partir à Abidjan et tout, t'as fait comment en fait pour être placé? En fait, quand t'es DJ, ce qui est bien après, c'est que partout où tu pars, même si, par exemple, là, à Abidjan, c'était pas prévu. À la base, j'étais pas trop chaud pour aller à Abidjan pour la CAN. Pourquoi? Parce que j'étais pas sûr que le Cameroun se qualifie déjà. Ah, en fait, c'est en fonction de ça. Si le Cameroun ne se qualifie pas, c'était grave en fonction de ça. Et en fait, j'ai été approché par un club qui vient d'ouvrir un lounge à Abidjan. Abidjan, ouais. Voilà, et ils voulaient qu'on soit là pour l'ouverture. Et du coup, j'ai juste décalé en fait. J'ai dit que pourquoi pas faire une pierre de coups plutôt que de faire ça. Ça a ouvert il y a quelques semaines là, plutôt que de venir pour l'ouverture à la rentrée. C'est mieux si on essaie de se caler une date en janvier. Ouais. Et donc j'ai attendu la qualif. Et là, du coup, il y a la qualif, donc je vais y aller. Comme ça va me permettre au lieu d'y aller juste pour mixer, de prolonger un peu. Et voilà, ça c'est un peu les joies du métier, ça peut faire voyager, etc. Mais en plus là, tu ferais payer, du coup, je pense, le club là, il va te payer le billet d'avion et tout. Du coup, il n'y a pas l'hébergement, puisque comme du coup, je profite pour rester avec un peu plus, mes amis, etc. pas compris, pour la CAN. Voilà, du coup, c'est juste le billet, mais c'est déjà bien. En vrai. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. Et voilà, après, le truc qui est bien, c'est que au-delà de ça, par exemple, si je sais que j'ai une demande pour une date, je sais pas moi, en Suisse, par exemple, là, je suis en Suisse vendredi, si j'ai déjà des contacts, etc., ou même si je calcule bien mon coût, je peux prévoir de rester pour faire aussi le samedi. Comme ça, je passe mon week-end en Suisse, je fais 2 dates, après je rentre, etc. Et après, c'est beaucoup de contacts, de trucs, tu connais telle personne qui est là-bas, qui a l'habitude de bosser, etc. Et après, tu places tes dates tranquillement. Donc maintenant, c'est devenu un peu un rituel. Quand je me retrouve quelque part, j'essaye toujours de caler. Voilà, exactement. Un peu plus de temps, profiter, visiter aussi si t'es dans des pays que t'as pas forcément vu. Voilà, exactement. Et après, ça c'est un truc vraiment, quand on t'approche, tu sais que tu pourras négocier ton prix, tu auras un bon billet. Si après tu veux compléter avec une autre date supplémentaire pour rester un peu plus, forcément si c'est toi qui fais jeter le contact et tout, voilà, tu vas prendre un peu moins, mais c'est bien parce que ça te fait, plutôt que de faire aller-retour, tu peux rester un peu plus longtemps et tout, et ça c'est pas mal. Et du coup, est-ce que par mois, tu peux nous dire ce que tu gagnes en tant que DJ, ou une fourchette si tu veux pas dire? Moi j'ai pas de tabou, hein, même avec l'argent et tout, ça c'est un truc. Tu sais, là tu leur demandes, je veux pas dire. Ouais, je sais que c'est un truc en France, vraiment, je sais que l'argent c'est tabou. C'est tabou, ouais. Et pour moi on devrait pas, parce qu'en soi, même si tu veux inspirer quelqu'un, etc., il faut que la personne elle puisse savoir se combien je vais gagner, des quoi. bases et tout, sinon ça n'a pas de sens. Donc en soi, moi quand j'ai commencé, au début, comme j'ai dit, j'étais beaucoup à perte parce que le matériel, ça coûte cher. Moi, j'ai commencé les particuliers et tout, les enceintes, etc. J'ai commencé avec vraiment le minimum. J'en avais, je crois, pour 2500 €. Ouais, le matos, c'est cher. Ça veut dire le temps de rembourser ça, déjà, j'ai dû mettre facile 8 mois, hein, comme ça. Juste avec l'argent des soirées, sans travailler à côté et tout, parce que je voulais pas rembourser avec l'argent de mon travail que je faisais à l'hôpital. Pourquoi? Je voulais rembourser pour essayer de me jauger, pour voir en combien de temps j'allais gagner cette somme-là. Et vraiment, j'ai commencé petit à petit, sans penser à l'argent. Moi, c'était vraiment juste animé par la passion et tout. Et aujourd'hui, là, maintenant que ça va un peu mieux, là, maintenant, je bosse toujours avec quelqu'un. Donc, j'ai quelqu'un... ton associé, c'est ton speaker, du coup? Non, c'est plus ingé son, installation, etc. Et tout. Et puis même quand, par exemple, c'est en boîte où il y a déjà tout, il me follow et il s'occupe les réseaux sociaux, filmer, etc. Donc là, un peu community manager, il a plusieurs casquettes. Voilà, exactement. Donc là, j'ai quelqu'un avec moi. Mais même sans compter la personne, aujourd'hui, je dois avoir le salaire d'un cadre, je pense. Je dois être à 3-4 000 € par mois. Ouais, franchement, ça va. Et en plus, là, c'est encore récent en soi. Peut-être que tu vas même gagner plus. Ouais. Après, le truc, c'est que le salaire, il fluctue. Là, je te donnais une fourchette. Entre guillemets, c'est même pas une fourchette, c'est plus une moyenne. Une moyenne. Parce qu'il y a des périodes, je sais qu'en été, il y a des mois où
je peux approcher les 10 000 euros, tu vois. Avec les, si t'enchaînes et tout. Ouais, parce que moi, je suis quelqu'un aussi, je fais tout. Je me suis pas donné de case. Ouais, t'as pas de c'est-à-dire, je peux faire. Cantonnes pas à un tout à l'heure, on parlait de concerts. Je peux faire ça. Je vais faire aussi les clubs. Je vais faire aussi les mariages. C'est-à-dire que si c'est en été ou vraiment, même par exemple, cet été, j'ai bossé avec Nike sur un tournoi de football et c'était pendant 2 semaines. Donc, même la semaine, tu vois, il y a des trucs, etc. Et quand tu fais ce genre d'événement, tu es toujours bien payé. Si tu mélanges ça à 2-3 mariages, à des clubs et tout, tu peux vite monter. Mais, comme je dis, ça, c'est l'été. Donc, si je donne ça comme référence, ça peut porter à confusion. Parce que là, je sais qu'on arrive en septembre. Là, cet hiver, ça va se calmer, ça va redescendre un peu. Cet hiver, septembre, octobre, ça va se calmer. Après, voilà, décembre, janvier et tout, ça va revenir avec les fêtes et tout. En fait, dans l'année, il y a des moments où il y a beaucoup de mouvements, des moments où ça se calme. C'est pour ça que les périodes, ceux qui veulent se lancer dans tout ce qui est un peu artistique, les périodes où vous gagnez beaucoup d'argent, entre guillemets, il ne faut pas tout flamber, comme on dit. Il faut essayer de se garder dans le... faut essayer de se concentrer pour quand même avoir chaud l'hiver. Parce que si tu prends un train de vie que calqué sur ce que tu gagnes l'été, après, souvent, la période estivale, quand elle finit, c'est un peu compliqué. Ouais, bon, après, ça dépend des cas que tu prends pour les mariages. Parce qu'il y a des DJ, ils prennent beaucoup. Je vais jamais parler du prix de quelqu'un, tu vois. Ouais. Mais pour être dedans, je sais que parfois, ce qui peut paraître beaucoup, c'est parce que les gens, ils vendent pas que leur service, ils vendent aussi leur image. Voilà, moi, je vends pas trop mon image. Je la fais pas trop. Je la prends pas trop en compte dans le prix. Après, la personne qui paye pour l'image de quelqu'un, c'est un choix après, aussi, tu vois. Et moi, j'ai envie de dire, si demain, même quelqu'un qui, je sais pas moi, qui fait les mariages, qui commence à 5 000 euros, s'il a des clients qui continuent. Énorme, hein. Mais après, c'est vrai que. Ouais, après, c'est comme les prestations make-up, en fait. C'est comme dans tout. Hein, ouais, voilà, exactement. Si demain, une make-up artiste, elle fait la prestation make-up mariage à 500 euros, si elle a des clients, qu'elle continue. Hein.